Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour cette table ronde numéro 1 du Salon Passerelle 2022, nous avons choisi cette année de vous présenter les métiers du vivant. Jusqu'à maintenant, Passerelle était associé à tout ce qui est enseignement supérieur, les universités, notamment avec cette vocation première qui est de mettre en valeur l'Université de La Rochelle, le site Rochelet, les classes prépa, les BTS, tout ce qui était formation enseignement supérieur. Et finalement, on se retrouve dans une situation où, de cette Charente-Maritime, de sa mouette bleue, de sa mouette verte, on en oublie toute cette grande dimension qu'apportent les métiers du vivant, le monde du vivant en Charente-Maritime. Donc, nous avons un réseau d'enseignement agricole public en Charente-Maritime qui est le réseau principal de formation qui est organisé avec différents lycées. Et à cette occasion, j'ai choisi d'inviter pour cette conférence le professeur du lycée Georges Desclaudes de Saintes et Madame Dargeau, Monsieur Bizet et Madame Dargeau, proviseur de l'Enilia Ensmic, de l'école de la meunerie et donc de la laiterie. Nous avons aussi deux témoins qui seront avec nous, M. Hoble et M. Gilbert Orfila, qui vont, eux, de leur côté, nous parler de leur métier, de leur parcours et qu'est-ce qu'ils font, qu'ils sont si passionnés et si investis dans l'univers du vivant. Donc, les réseaux de l'enseignement agricole public. Charente-Maritime, donc ce sont effectivement des établissements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et nous avons une partie de ces établissements qui sont en bord de mer et à l'intérieur des terres. À l'intérieur des terres, Madame Dargeau, pouvez-vous nous en dire plus? Des métiers de la production aux métiers de la transformation. Nous avons donc Monsieur Bizet sur les métiers de la production et Madame Dargeau sur les métiers de la production. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis la directrice d'un établissement public qui relève du ministère de l'Agriculture. Et effectivement, toutes les formations que nous proposons tournent autour de l'alimentation. Donc, nous sommes sur de la production, avec des produits de base tels que le lait, tels que le grain, et nous nous attachons à les transformer. Donc les formations sont soit des formations initiales, soit des formations par apprentissage ou des formations tout au long de la vie, la formation continue. Nous avons des espaces de travail pour justement travailler, analyser, innover, transformer ces produits et être sur un modèle proche de la profession. Des halls technologiques pour la transformation laitière, d'où l'École nationale de la transformation laitière et de l'agroalimentaire, un hall de transformation des grains pour aller jusqu'à la farine et la deuxième transformation, c'est-à-dire le pain, les brioches, les biscuits, et un moulin pilote qui est unique en France, voire même en Europe. Je crois qu'au niveau mondial, nous devons avoir 3 ou 4 moulins de ce type. Nous sommes très proches du monde professionnel et nous avons également donc des laboratoires, un laboratoire d'analyse sensorielle. Donc les professionnels sont appropriés ces deux écoles nationales et nos apprenants ont beaucoup de contacts avec ces professionnels. Donc on leur propose bien évidemment des services, de l'analyse, de l'innovation. Donc on passe du CAP jusqu'au BTS en passant par le bac pro. Que vous dire d'autre? Donc, il y a une grande variété de métiers autour de l'agroalimentaire. Ça passe par la production, par l'innovation, par la qualité, les achats, la logistique, la maintenance, le marketing et bien évidemment le management. Donc, toutes ces variétés de métiers
propose donc des métiers réels tels que opérateur, conducteur de ligne, préparateur de commandes, agent de maintenance, chargé de communication, de marketing, responsable d'équipe, et j'en passe, et on aura probablement l'occasion d'en reparler. Donc on passe du manuel à l'automatisation, on passe de l'artisanat à l'industrie, on passe de l'industrie, de l'entreprise familiale à des grands groupes internationaux. Donc, on aura l'occasion de parler de ce secteur qui ne connaît pas la crise. Ce sont bien souvent 3 à 4 offres d'emploi par jeunes qui sortent de notre établissement. C'est un secteur porteur, c'est le premier secteur industriel français en chiffre d'affaires, c'est le deuxième secteur industriel en emploi, et si je reviens sur la Nouvelle-Aquitaine, eh bien c'est le premier employeur industriel. C'est un secteur innovant, c'est un secteur qui évolue rapidement, où on peut travailler également sur d'autres filières, parce qu'il y a des process identiques. On peut travailler dans la pharmacie, nous pouvons aussi travailler dans la chimie, et nous pouvons aussi travailler dans la cosmétique. Donc ça permet de comprendre ce que l'on mange, ça permet de comprendre par rapport à des valeurs telles que le développement durable, telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire, telles que les démarches citoyennes, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. C'est aussi comprendre comment nourrir la population, c'est aussi comprendre comment protéger l'environnement. Donc, des secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, en meunerie, donc du grain jusqu'au pain, ce que l'on voit sur l'écran. Ça peut passer par la semoulerie, par l'alimentation animale, la boulangerie, la biscuiterie, la viennoiserie, sur le contrôle, la qualité, la commercialisation. Et puis la transformation laitière également. Des techniciens qui transforment le lait pour faire du fromage, pour faire du beurre, pour faire des yaourts. C'est aussi travailler en laboratoire, c'est aussi travailler sur la qualité, sur le stockage, sur le marketing. Nous avons également un hall de transformation des produits de la mer, parce que nous sommes proches de La Rochelle. Nous avons également un atelier qui transforme, enfin, de production de glace, également parce que nous sommes sur une côte et qui permet aussi de valoriser ces métiers autour de la glace. Et puis une dernière formation arrivée depuis le mois de septembre cette année scolaire sur le métier du chocolat et des confiseurs. Donc nous sommes au plus proche des professionnels, nous avons des jeunes qui transforment ces produits, nous les vendons, et puis des jeunes qui sont dans les entreprises, en stage ou en apprentissage. Voilà ce que je peux dire de cette NILIA NSMIC sur Surgères. Et pourquoi Surgères ? Pourquoi Surgères ? Bien, déjà la proximité. La proximité, c'est accessible. Accessible parce qu'il y a le TGV qui est à Surgères, c'est la ligne Paris-La Rochelle. On a aussi la proximité de l'autoroute également. Et puis, alors, outre la facilité d'accès, nous pouvons accueillir les jeunes en internat. Pour tous nos jeunes en formation initiale scolaire, souvent la première année de l'apprentissage, et puis ces jeunes en deuxième année préfèrent prendre un petit peu plus d'autonomie, peut-être s'échapper aussi des règles un petit peu plus strictes de l'internat, et peuvent habiter, se loger sur Surgères et aux alentours de La Rochelle. Mais je pense qu'on développera également pourquoi Surgères, pourquoi l'agroalimentaire un petit peu plus tard. Tout à fait. Monsieur Bizet, quant à vous, pouvez-vous nous parler de l'agrocampus ? Oui, bonjour. Donc, je suis le proviseur du lycée Georges Desclaudes, qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'agrocampus de Saintonge, qui regroupe en fait 3 lycées, principalement à parler des lycées. Donc 3 lycées, l'un à Jonzac, qui est donc un lycée professionnel qui a dominante viticole, l'autre le lycée le
Petit Chadignac, hein, qui est au sud de Saintes, lui qui est plutôt axé sur tous les métiers du paysage et de l'horticulture, également avec une partie commerce également, hein, commercialisation des produits horticoles. Et puis donc le lycée Georges Desclaudes, qui est un établissement donc, qui est à Saintes et qui accueille 300-350 élèves lycéens et étudiants à partir de la seconde. Et donc sur la seconde, avec des enseignements plus spécifiques dans le domaine du vivant, hein, parce qu'on parle de l'enseignement de spécialité, l'écologie, l'agronomie, territoire, développement durable. On propose également un module d'accompagnement objectif veto, hein, qui prépare les élèves à se présenter dans le cadre de Parcoursup, hein, la prépa intégrée des écoles nationales vétérinaires, qui existe maintenant depuis 2 ans. Et puis, bac technologique, hein, sciences technologies de l'agronomie et du vivant. On a à la fois maintenant on a également là, le vivant qui est important, hein, tous les métiers après le bac qui peuvent intéresser les élèves. Et puis également un bac général avec un enseignement de spécialité, des enseignements de spécialité également beaucoup plus scientifiques, que sont les mathématiques, physique, chimie, et surtout, nous, la biologie écologique qui remplace la science de la vie et de la terre à l'éducation nationale. Effectivement, quand on regarde ce schéma des formations du lycée, ça peut surprendre que sur Passerelle, j'ai décidé de vous convier. Ben, tout simplement parce que tout jeune titulaire d'un bac pro, d'un bac général, d'un BTS, d'un DUT, d'une licence, de n'importe quel type de formation, au moment où il se découvre une passion, un désir d'aller vers les métiers du vivant, se devra d'être qualifié. Et le premier diplôme de qualification, ce sera le CAP agricole. Toute activité professionnelle relevant du vivant nécessite une certification et un agrément. Donc, si vous êtes titulaire d'une formation supérieure au niveau 3 ou 4 de la nomenclature des formations, on va y retrouver les niveaux CAP, les niveaux bac et brevet, vous avez la possibilité de préparer les formations purement professionnelles en étant dispensé du niveau des disciplines de matière générale. Et ce qui est très important, c'est que l'ensemble des types de formations sont dispensés dans l'univers agricole, c'est-à-dire à temps plein scolaire, en formation continue d'adultes et en alternance. Donc nous aurons tout à l'heure le témoignage de Bernabé qui pourra nous évoquer son parcours et nous en dire plus sur l'alternance. Mais Monsieur Bizet, comment se passe finalement? Vous êtes à la fois établissement qui allait accueillir dans Parcoursup des personnes, et vous êtes aussi un établissement qui envoie des jeunes qui ont des parcours. Est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que vous avez quelques éléments à nous donner? Notamment, j'évoquerai cette grande nouveauté, c'est l'entrée dès le post-bac dans les écoles vétérinaires. Oui, tout à fait. Donc depuis 2 ans maintenant, les 4 écoles nationales vétérinaires, alors je rappelle que cela dépend du ministère de l'Agriculture, hein, ce n'est pas forcément connu du public. Voilà, donc le métier de vétérinaire et c'est l'ambition de beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ce métier. Les médias en parlent beaucoup, etc. Là, donc il y a 4 écoles nationales vétérinaires en France. Et donc, pour diversifier le recrutement des jeunes dans cette école nationale vétérinaire, ces écoles ont décidé de faire un recrutement post-bac, enfin, dans le cadre de Parcoursup, au niveau du baccalauréat, pour en fait intégrer ce qu'on appelle des classes préparatoires intégrées dans chacune des 4 écoles vétérinaires. Et donc, il y a 44 places, donc 4 fois 40, 160 places, qui sont donc réservées par cette voie de concours. Alors, les autres anciennes voies de concours existent toujours, hein, là je pense à BCPST, etc., les classes préparatoires, ou post-dut, ou même par la voie universitaire. Mais c'est ajouté en tout cas cette nouvelle possibilité. Et comme 160 places, c'est important. Et donc nous préparons nos élèves dès la seconde, hein, qui sont intéressés dans le cadre d'un module objectif veto, en dehors des heures de cours. Ils ont à peu près une heure d'intervention par semaine pour leur faire découvrir l'exigence du métier de vétérinaire. On a également un partenariat avec des vétérinaires pour faire découvrir le métier, les réalités du métier, les exigences du métier, qui ne sont pas toujours bien connus, hein, voilà, ce sont des métiers qui sont relativement exigeants également. Hein. Et puis au-delà du canin félin, il y a des besoins également au niveau de l'élevage. Hein. Nous sommes la France, un pays d'élevage assez important. Et donc il y a besoin également de vétérinaires au service des territoires et notamment au service de l'élevage, hein, des agriculteurs. C'est ainsi que ce qui est important à retenir, c'est toute la vocation du Salon Passerelle, c'est de trouver, grâce aux conférences et en venant dans le stand sur les stands et en rencontrant les partenaires, des éléments qui vous permettent d'avoir des rencontres pour bâtir votre projet.
c'est vraiment cette question-là qui est connue et identifiée tout au long du mode de formation spécifique de l'univers agricole. Vous êtes aussi un univers où, dès la seconde, la place à la créativité, à la place à la rencontre des métiers du vivant est intégrée dans les emplois du temps, dans l'activité propre des lycéens, des apprenants. Et avec une dimension supplémentaire, c'est aussi quelque part les faibles effectifs qui donnent une dimension humaine et où les cohortes de jeunes, l'accompagnement vers la réussite est extrêmement élevé et avoisine souvent les 100%. Tout à fait. On est en moyenne autour de 20 à 24 élèves par classe. Et puis, nous avons un bac technologique qui est original par rapport au bac technologique de l'Éducation nationale, puisqu'il permet, ce bac technologique Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, STAV, de réaliser, et c'est obligatoire, 5 semaines de stage en entreprise. Et dans le projet de formation du jeune, ça l'accompagne dès la première, pour ensuite se projeter et faire le bon choix, enfin le choix qui intéresse le jeune, à la sortie du bac, en rencontrant des professionnels. Le stage en entreprise, on parlera tout à l'heure de l'immersion en entreprise au niveau de l'apprentissage, mais c'est décisif de pouvoir confronter son projet, de rencontrer. Souvent, les choix de métier se font dans la rencontre avec un professionnel qui donne le goût, qui permet d'ouvrir des horizons qui a priori, ne sont pas posés en termes d'orientation. Et un autre élément extrêmement important qui est totalement méconnu, c'est qu'un lycée agricole, c'est aussi une entreprise. Donc nous aurons l'occasion tout à l'heure de l'évoquer avec M. Hoble, mais c'est aussi des animaux. Vous avez sur Saintes une partie laitière de Tout production, fait, oui. et les animaux, ils partent pas en congé. Et ils sont présents 24/24 et 365 jours sur 365. Donc il y a aussi toute une activité professionnelle d'accompagnement tout à fait réelle dans les modalités de formation de chaque diplôme. Tout à fait. Donc une ferme avec à peu près 70-80 vaches laitières qui s'équipe de manière très importante au niveau robotique. Tout ce qui est alimentation bientôt sera robotisé. La traite est robotisée depuis une dizaine d'années. Le bien-être animal également est très, très pris en compte, bien évidemment. Et donc c'est un terrain d'application pour nos élèves en vraie grandeur. Ils vont, les élèves, les élèves qui se destinent au métier de vétérinaire, il est évident qu'ils vont à la rencontre des vaches pour s'approcher de l'animal. Et c'est très important qu'ils soient confrontés à ce type de situation très concrète. Voilà. De la même façon que sur le littoral, on aura les huîtres, aussi avec le lycée de Bourse-Franc, qu'on aura les vins, les vignes avec le lycée du Petit Chadignac, donc avec des formations supérieures aussi, ou des qualifications en œnologie, tous ces métiers qui sont de la mouette bleue et de la mouette verte propre à la Charente-Maritime. Revenons au métier du moulin, au métier de l'ignase. Surgère, pour tout le monde, dans le panier de la ménagère, c'est le beurre de Surgère. Madame Dargeau, pouvez-vous nous en dire plus sur cette Enilia ? Oui, effectivement. Alors, c'est un établissement historique. C'est une grande dame qui a plus de 100 ans maintenant d'existence. Il faut, voilà, si on parle de l'histoire de l'agriculture sur la Charente-Maritime, eh bien, au départ, il y avait beaucoup de vignes. Et puis, eh bien, à une certaine période, ces vignes ont disparu parce que la maladie s'est engouffrée et il y a eu une transformation de la viticulture à l'agriculture, notamment l'élevage et puis également la production des céréales. Donc par rapport à l'élevage, eh bien, c'est un berceau, on va dire, de la transformation laitière avec des coopératives qui se sont installées sur la Charente-Maritime. Et sur Surgère, effectivement, eh bien, c'est là que ça a démarré avec des coopératives. Et puis, le beurre de Surgère, effectivement, est très connu. On ne fait pas que du beurre, puisqu'il y a également du fromage. Et il y a également ces yaourts, fromage blanc, bien évidemment. Et d'ailleurs, ces produits, eh bien, nous ne faisons pas que les produire, que les transformer, mais nous les vendons également. C'est vraiment un modèle économique tel que l'on trouve dans les entreprises. Et on s'attache à respecter, bien évidemment, toutes les règles d'hygiène, de sécurité,
alimentaire pour vendre auprès du public. Donc nous avons une boutique au sein de l'établissement. Nous avons également un étal sur le marché de Surgères. Et puis nous vendons aussi nos produits dans les restaurations collectives, auprès des professionnels, dans les magasins également de producteurs. Donc c'est important pour les jeunes qu'ils sachent que ce qu'ils font, c'est il faut respecter ces règles pour que ce soit propre à la consommation. Alors on parle de la production laitière, mais également la production céréalière. Il n'y a pas que l'alimentation humaine, il y a aussi l'alimentation animale. Et c'est pour ça que l'établissement Sainte à proximité de Surgères est aussi très intéressant parce que nous sommes complémentaires. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des retours de questions, n'hésitez pas. Dès qu'il y a des aperçus qui seraient importants à avoir, ou un zoom sur ce que vous faites. Là, vous venez de nous parler effectivement de labels. Quand vous parlez de labels, c'est les labels européens. On a vu dans le petit film qui circulait, qui tournait pendant que vous étiez en train de parler, des mises en sachet. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Ça veut dire que non seulement on est en formation, mais quand vous avez évoqué la vente et la production, c'est que vous produisez aussi avec les mêmes conditions que tout professionnel. On connaît pour les Rochelais, du côté des traits, on a la production qui est celle de Senoble, de tous les produits laitiers qui sont juste de l'autre côté de la voie rapide. Voilà, il y a les chaînes de production, on est vraiment dans l'industrie. On connaît aussi Léa Nature, qui a ce rayonnement international, qui peuvent être aussi des lieux d'activité des sortants de votre établissement pour être dans du concret et du local. Absolument. Alors, toutes nos productions, ou la plupart de nos productions, en tous les cas, sont effectivement certifiées bio. Et puis, alors là, on parle de partenariat finalement avec les entreprises. Vous avez cité Léa Nature, mais il y a Savencia, il y a d'autres entreprises. Et on travaille très volontiers en réseau. D'ailleurs, les chefs d'entreprise, les salariés qui se trouvent dans ces établissements, eh bien, sont souvent issus de nos écoles. On retrouve très facilement nos élèves, nos anciens élèves dans ces entreprises. Et qui viennent d'ailleurs témoigner dans l'établissement. Je pense que c'est une belle valorisation de ces élèves. Alors ça tombe bien, on va avoir une petite vidéo à vous présenter. Donc pour faire la transition, avant de donner la parole aux acteurs, aux témoins que nous avons conviés pour cette table ronde. Donc dès que la régie pourra le lancer, on va avoir l'occasion donc d'entendre et de reconnaître le savoir-faire de nos jeunes de formation. Alors, Monsieur Gilbert Orfila, apprenti, à quel niveau, qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous aussi nous dire d'où vous venez? Alors moi, je suis issu d'un parcours boulanger. Donc moi j'ai arrêté l'école en 3e après mon brevet des collèges et je suis rentré en CAP chez les Compagnons du Devoir où j'ai réalisé un tour de France et j'ai continué de me former après un brevet professionnel. J'ai voyagé un petit peu à travers la France pour continuer à me former dans mon métier. Et arrivé sur la fin de mon tour de France, j'ai commencé à me poser la question et à me dire je suis boulanger mais je ne connais pas ma matière première et je ne la comprends pas. On travaille avec, c'est le constituant majeur de nos recettes, mais on ne la connaît pas tant que ça. Et donc je me suis dit, comment est-ce que je peux apprendre et comprendre davantage mon métier, et comment est-ce que je peux placer mon métier par rapport à son amont et par rapport à son aval. Et donc est venu le nom de Lénilia Smic lors d'une des formations que j'ai pu exécuter. Et je me suis tourné du coup vers ce BTS en apprentissage pour garder un pied dans le terrain et garder un pied dans ce que je sais faire, donc la boulangerie, et pour garder le côté autonome que j'ai toujours eu, et pour continuer à apprendre malgré tout avec l'alternance au moulin pilote, sur les ateliers de fabrication, et essayer de mettre une autre dimension dans mes compétences. Alors pour beaucoup, le boulanger, donc, il prend de la farine comme la ménagère va prendre sa farine, va préparer. On sait que c'est un métier où il faut se lever tôt, il y a ces contraintes, il y a la partie vente en boulangerie, il y a ces aspects-là. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années,
pratiquement une trentaine même, on peut dire qu'on voit de nouveaux pains apparaître, on voit de nouvelles moutures, de nouvelles choses. On a vu tout à l'heure dans le film aussi, à un moment donné, il y avait un plateau et on voyait des grains qui étaient posés. Qu'est-ce que c'est que cette découverte des moulins? On a l'habitude de parler, on a tous dans l'image de la tête les moulins à vent, les moulins à eau, et là on a vu ni moulin à vent, ni moulin à veau, ni moulin à eau, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette découverte, aller en amont, de découvrir donc Exactement, en fait, je me suis rendu compte, et je pense qu'on est plusieurs à se rendre compte de ça, que le meunier est un métier, le métier de meunier est un métier très méconnu. On connaît le boulanger, mais on ne sait pas comment est fabriquée la farine. Le meunier se met assez peu ou relativement peu en avant. Et on a très peu l'occasion de rentrer dans un moulin, visiter un moulin et se rendre compte que c'est plus du tout un moulin à vent ou un moulin à eau, mais que c'est des vraies unités de production, des industries, c'est des usines. C'est des usines qui sont réglementées, qui ont des enjeux de production, qui ont des enjeux de qualité, etc. Et donc c'est plus du tout le monde artisanal auquel j'ai été habitué, mais pour le coup c'est un monde industriel qui est très intéressant à découvrir dans son ensemble. Bien, alors, si nous pouvions maintenant lancer la petite vidéo qui est en numéro 1, pour permettre aux personnes de faire le point, de découvrir un petit peu cet univers. Pour ça, quelle fin atroce, tout ce chemin pour en arriver là. Tout a commencé ici, en cette belle terre charentaise, il y a plusieurs saisons. Au commencement, j'étais grain, première partie de ma vie. Je vous laisse écouter celui qui m'a fait grandir, c'est à lui que je dois la vie. Vous êtes ici à Amuré, une exploitation qui se situe en bordure du marais Poitevin. Une exploitation céréalière avec une partie en agriculture biologique depuis 2018. Donc vous allez trouver essentiellement des cultures de céréales à paille, blé tendre, orge et blé dur. Je travaille depuis très longtemps avec la coopérative des semences où je produis environ 70% de mon blé tendre en production de semences. C'est du blé qui est trié, traité à la station et qui est revendu aux adhérents de la coopérative. Et après, l'autre partie, ça va être du blé meunier qui est livré directement à la coopérative qui part soit à l'export ou chez les meuniers locaux. Lorsqu'arrivé à maturité, on me récolta avec beaucoup d'amour. Je fus mise avec mes congénères dans ces silos. C'est ici que j'ai attendu quelques mois avant d'être appelée pour être écrasée. En arrivant au moulin, je commençais la deuxième partie de ma vie. J'ai eu l'honneur d'être transformée à l'ENSMIC, École nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières. C'est à monsieur Brionnet que je fus confiée. Qu'est-ce qui vous plaît dans la meunerie? C'est un peu de tout. C'est justement, rien n'est figé. Tout est en permanence. On est en permanence. Il y a des changements. Ce n'est pas un travail, je dirais, à la chaîne. Il faut aussi bien s'occuper de la réception des céréales que de l'ensachage. C'est un métier, je dirais, c'est un métier complet où on peut se complaire. On me mit dans de grands sacs avant d'être envoyé au boulanger. Après avoir été pétrie, on me travailla si bien que je dus me reposer. On m'acheta à un prix bien mérité. Oui, les sauvetages sur la ligne. Pfiou, j'ai eu chaud. Me voilà arrivé à l'étape ultime, ce pourquoi je vis le jour. L'achèvement de tant de mois vécus. Mon existence s'accomplit en faisant vivre l'homme.
Donc, un document réalisé par les élèves, pensé avec les enseignants, pensé dans le cadre de la formation, mais il y a aussi une personne clé extrêmement importante dans tous les lycées professionnels, et particulièrement dans l'univers de l'agriculture. Je vais évoquer le travail du directeur d'atelier technologique, qui est le travail de M. Hoble, qui accompagne et qui fait en sorte de mettre en musique tout cela. Parce qu'il faut que le moulin tourne, il faut s'assurer qu'il y ait bien de l'huile dans les rouages, s'assurer qu'il y ait de la production, il faut que les grains arrivent. Et quelle est votre activité, M. Hoble ? Donc moi, je suis depuis la fin du mois d'août 2021 directeur de l'atelier technologique de l'ENIA ENSMIC. Donc, comme l'a dit Mme Dargeau, ça regroupe plusieurs ateliers, hein, et aujourd'hui, il y en a une dizaine de personnes qui sont affectées à ces ateliers et qui, comme vous l'avez dit, permettent de faire tourner la boutique. On nous apparente effectivement souvent à des structures privées, de type privé, même si on est rattaché à un établissement. Et notre vocation première, c'est la pédagogie. Donc faire en sorte de mettre à disposition ces outils qu'on appelle souvent des plateaux techniques. Hein. Moi, j'aime bien ce terme-là de plateau technique, pour que la formation puisse se faire dans les meilleures conditions. Mais c'est une seule des vocations de ces outils-là. On a aussi d'autres vocations qui sont très importantes pour nous. La production, comme l'a dit Mme Dargeau, par rapport à nos circuits de distribution et à notre activité commerciale, mais aussi l'innovation, la recherche et développement, le développement industriel, puisque nous sommes en partenariat permanent avec les industriels de la profession, que ce soit la transformation laitière, la transformation céréalière. Et ces gens-là, à travers des porteurs de projets qui sont de plus en plus nombreux, et même les plus petits sont aujourd'hui des clients très fréquents pour nous, nous permettent de les accompagner. Ces outils nous permettent de les accompagner de manière technique dans la conception de leurs produits, dans la fabrication parfois, et dans un accompagnement global qui leur permet de développer des gammes de produits, des produits innovants. Et ça, c'est très intéressant d'associer la pédagogie à ce type de travail-là. Donc moi, aujourd'hui, j'ai cette fonction-là. J'ai la chance d'avoir un profil un peu atypique, puisque j'ai aussi eu la chance de travailler dans la production. Aujourd'hui, je suis dans la transformation, donc j'ai été directeur d'une exploitation agricole pendant plus de 17 ans, dans un autre lycée agricole. Donc j'ai cette compétence-là, à savoir de maîtriser à la fois la production et l'amont, et de maîtriser la transformation à travers une formation d'ingénieur en agroalimentaire, dans un cursus qui était typiquement un cursus du ministère de l'Agriculture, donc avec des carrières qui sont très intéressantes et qui permettent de valoriser à différents niveaux toutes ces compétences. Enfant des villes ou enfant des champs? Vous venez de quel type de bac, quel type de formation? Puisque vous l'évoquez avec votre parcours d'ingénieur, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à Surgères, directeur d'atelier? Oui, alors c'est intéressant. Et avec ce parcours, est-ce que l'adolescent que vous avez pu être s'y retrouve? Alors j'étais plutôt un enfant de la campagne, mais pas forcément fils d'agriculteur. Donc j'ai eu un cursus plutôt généraliste avec un bac scientifique. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas des acronymes qu'on a aujourd'hui, mais c'était plutôt un bac généraliste, mais avec une vraie passion pour la nature, pour le vivant, comme vous dites, pour ce que vous appelez vert et bleu, là, toutes des choses qui parlent beaucoup aujourd'hui encore aux jeunes. Et donc je me suis dirigé plutôt vers une formation agricole, hein, donc plutôt la production animale. Donc je n'avais pas la capacité de devenir vétérinaire. Vous l'avez dit souvent, beaucoup de jeunes ont cette envie-là, mais malheureusement il y a peu d'élus. Et donc plutôt vers la production. Donc je suis allé dans le Limousin faire un BTS en production animale. Et puis comme j'ai vraiment assouvi une vraie passion, j'ai pu continuer. Il y a beaucoup de parcours aujourd'hui dans les lycées agricoles qui permettent d'aller en licence, de rentrer en prépa post-BTS et d'accéder de plus en plus aux écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas que la voie royale de la prépa, hein, qui permet d'accéder à ces formations-là. Et en particulier aujourd'hui, le développement de l'apprentissage permet d'ouvrir ces portes-là à tous nos jeunes de licence ou de BTS qui proviennent du ministère de l'Agriculture et de nos lycées agricoles publics. Et donc moi, j'ai tout naturellement réussi à obtenir une place dans une école d'agronomie française. Il y en a une dizaine en France, hein, et me spécialiser dans la transformation cette fois-ci. Donc après la production, la transformation, d'où cette double casquette qui m'a permis dans mon cursus professionnel d'aller à la fois sur la production mais aussi sur la transformation et de s'épanouir dans un domaine qui est passionnant évidemment, mais qui permet d'avoir une multitude de métiers très importante et de naviguer à la fois entre l'amont et l'aval, puisque je pense que c'est important aussi d'avoir cette connexion. Et Bernabé est un exemple concret. Il était boulanger, mais il s'intéresse aujourd'hui à l'amont et à la manière dont cette matière première qui est noble pour eux est fabriquée et transformée dans les moulins.
Donc une trajectoire professionnelle comblante, toujours cet attrait pour le vivant et l'accompagnement de l'animal, de la production animale au végétal aujourd'hui. Beaucoup de rigueur, capacité, s'il y a des qualités à avoir dans ce type de parcours, de l'intérêt, de la passion, je vais en cours, je pose mon sac et je vais manger, puis je vais faire un foot. Si je prends une caricature classique, ou maintenant aujourd'hui c'est plutôt et je m'assieds devant mon ordinateur ou devant mon smartphone et puis je vais faire une partie de jeu. Non, malheureusement, aujourd'hui c'est un métier passionnant et qui permet, alors en plus le contact des étudiants est quelque chose de très enrichissant et c'est le plus qu'on a nous en tant que directeur d'atelier par rapport à un responsable d'atelier dans une entreprise privée. Il n'a pas ce contact forcément permanent avec les étudiants et des gens qui viennent vous solliciter et pour qui on est là aussi pour eux, hein, avant tout pour eux. C'est ce que je dis souvent à mes techniciens, il n'y aurait pas d'élèves, on ne serait pas là et on n'aurait pas à gérer ce type d'outils-là. Donc effectivement, c'est un métier passion et qui est très diverse et qui permet à la fois d'avoir à faire du management, de l'accompagnement pédagogique, mais aussi de la transformation et être très au fait de toute la réglementation et tous les problèmes de certification qui sont inhérentes à toutes les fabrications agroalimentaires, au même titre que n'importe quelle entreprise privée. Donc ce qui génère pour nous une vraie crédibilité auprès du monde professionnel, des étudiants, des enseignants aussi, et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit qui sort de l'ENIA SMIC, qui est vendu aux citoyens, il doit être irréprochable, et encore plus irréprochable que n'importe quel autre des produits, quoi. Madame Dargeau l'a évoqué tout à l'heure, c'est toutes les labellisations, tous les contrôles que peuvent faire les contrôles vétérinaires, finalement, qui vont être diligentés au sein des entreprises. Les jeunes sont les professionnels qui les accompagnent, enseignants, enfin tout l'ensemble du site sont totalement dans ces règles de l'art. Ah, on est soumis aux mêmes règles que n'importe quel industriel. Donc c'est stressant et ça met une certaine pression, mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en marge de la profession, on est vraiment considéré par les services de l'État qui contrôlent, et c'est normal, toute cette activité-là, comme n'importe quel autre fabricant. Voilà. Alors pour revenir sur vos parcours, vous avez évoqué finalement votre cheminement, vous avez fait plusieurs lieux, plusieurs sites, et Barnabé nous a évoqué tout à l'heure un parcours particulier qui est un peu considéré, enfin, même beaucoup considéré dans le monde ouvrier, comme le nec plus ultra, c'est les compagnonnages. C'est millénaire, hein, ça nous vient des compagnons du Tour de France ou des compagnons du Devoir. Pouvez-vous nous dire en quoi ce compagnonnage vous a fait mûrir? En sortant de troisième, moi j'avais déjà une passion pour la boulangerie. Je suis passionné par la boulangerie depuis l'âge de 7 ans. Enfant des villes, enfant des champs? Enfant des villes. Enfant des villes. Et j'ai grandi en ville, mais j'ai découvert la boulangerie en Bretagne, dans un petit boulanger qui travaillait sur four à bois, avec des images très impressionnantes quand on a 7 ans et qu'on commence à se passionner pour un métier. Et donc, au fur et à mesure de ma scolarité, j'ai commencé à réfléchir à quelle formation j'allais choisir pour me spécialiser en boulangerie. Et donc les compagnons me sont apparus comme une opportunité, comme une solution. Et donc j'ai réalisé mon CAP là-bas et j'y ai découvert plus qu'une formation, j'ai découvert un idéal de vie, quelque chose qui m'a beaucoup plu par le voyage, la formation, et qui m'a poussé du coup à partir sur les routes du Tour de France et à voyager à travers la France pour continuer à me former, pour découvrir vraiment les spécialités régionales, pour découvrir des savoir-faire, des savoir-être, pour découvrir des gens et des spécialités. Donc quitter votre Bretagne natale et circuler en France tout à fait, sur la métropole. Quoi. Tout à fait. Mais métropole et dom-tom. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 1 an à La Réunion, par exemple, dans le cadre de mon Tour de France. Et donc, sur la fin de mon Tour de France, j'ai eu l'occasion de faire une formation qui était dispensée par un ancien professeur de l'ENSMIC, qui m'a parlé justement de l'ENSMIC et qui m'a conseillé de me renseigner pour faire une formation là-bas. Et donc, je me suis dit, je ne peux plus aujourd'hui être juste boulanger. C'est bien, je maîtrise mon produit et j'essaye de le maîtriser au quotidien. Mais j'ai besoin de le réfléchir aussi. J'ai besoin de l'intégrer dans une filière, j'ai besoin de l'intégrer en amont, en aval. J'ai besoin de le comprendre. Tout à fait. Donc, pour l'instant, dans vos perspectives, vous en êtes je ne m'installe pas encore. Ou si je devais m'installer, ce serait comment? Ce serait quoi Pour l'instant, j'ai pas du tout l'envie de m'installer parce que j'ai envie de continuer à me former, j'ai envie de continuer à voyager, j'ai envie de continuer à découvrir un petit peu ce que la boulangerie et le monde la filière blé, farine, pain peut continuer à me présenter.
Et je suis loin d'avoir assouvi ma curiosité, donc pour l'instant, j'ai pas d'objectif précis. Donc, en termes de projet, vous êtes juste en train de nous dire ce que vous adorez, c'est la stimulation. Exactement. Et là, vous vous sentez stimulé, encadré, et avec ce point commun que vous avez pu acquérir, qu'ont tous les formateurs, hein, c'est essayer de donner l'excellence, de donner le meilleur de soi, et les plus grandes des exigences de soi, c'est cette capacité à s'étonner, s'émerveiller, et à essayer de faire progresser les choses. Et ça passe par la passion. Ça passe par la passion parce que c'est des métiers qui sont pas forcément faciles tous les jours. C'est des métiers qui peuvent procurer beaucoup de satisfaction, mais aussi beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, mais qui, avec le temps, continuent à être des très très beaux métiers. Alors, pour aller plus loin, c'est-à-dire que les peines, les souffrances, ça va être dû à la pénibilité, Exactement. à la rudesse de la météo, à la difficulté économique, à un contexte sanitaire qui nous rend très anxieux. Le contexte sanitaire, c'est sûr que ça rend un peu anxieux, que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément maîtrise, et c'est des métiers aujourd'hui qui peinent beaucoup à recruter, que ce soit meunier ou boulanger. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est boulanger ou meunier, on a toujours cette idée reçue que la boulangerie et les métiers artisanaux, malheureusement, ont été longtemps des voies de garage. Aujourd'hui, c'est quand même des métiers qui permettent de s'épanouir, et c'est des métiers qui permettent de grandir par l'accomplissement de ce métier. Et qui permettent, aujourd'hui, moi, si on m'avait dit en troisième, quand j'ai quitté mon collège, si on m'avait dit que je pourrais postuler à une école d'ingénieur, je pense que j'aurais vraiment rigolé. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est une possibilité que j'ai. Et c'est vrai que c'est des choses que je n'avais pas forcément envisagées. Et c'est pas parce qu'on a un parcours qui diffère de la scolarité classique qu'on ne peut pas s'accomplir par des études et par la pratique d'un métier. Oui, c'est compliqué parce que tous les agents de la SNCF vous diront que s'il n'y avait pas de voie de garage, il n'y aurait pas de train qui circule. C'est extrêmement important d'avoir en tête, en fait, la grande leçon que vous nous apportez, c'est il n'y a pas un parcours typique, il y a des trajectoires de vie, il y a des choix, parce que là, vous mettez aussi de côté des choix personnels, de quitter sa famille, de devoir aussi bouger. Beaucoup ont goût à essayer de trouver une formation de proximité. Et là, je vais me retourner vers les chefs d'établissement. Votre recrutement, de quelle nature est-il? Local, national, voire international, ou plutôt plus que international, tout simplement parce que extra-métropolitain? Les élèves que vous avez autour de ce que vous avez dans vos établissements? Alors, en BTS, bien évidemment, le recrutement étant national, c'est un recrutement national. On a même des étudiants de pays étrangers, bien évidemment, dans le cadre de Parcoursup. Et ensuite, sur le niveau lycée, de la seconde au bac, c'est plutôt départemental. Mais on a aussi des élèves qui viennent de Gironde, notamment avec les enseignements optionnels que nous proposons, qui sont originaux, et dont nous avons eu l'initiative en France. Je reprends le module Objectif Veto. On a des élèves qui viennent de Gironde dès la seconde. Et pour ce qui concerne l'ENILIA dans les recrutements? Alors la même chose, c'est une envergure internationale. Il y a quelques années, c'était même assez important. Pratiquement une bonne moitié de classe provenait de l'étranger, notamment Afrique du Nord, Afrique centrale aussi. Et puis parce que cette école nationale de l'industrie céréalière notamment, c'est vraiment la seule en France à proposer ce genre de formation. Alors évidemment, le Covid est passé par là, la difficulté d'obtenir des visas et de circuler. C'est une envergure régionale, bien évidemment, enfin nationale, bien sûr, et puis locale. Donc on a des jeunes qui arrivent un peu partout sur cet établissement dans toutes les filières. Alors comment procédez-vous avec Parcoursup? Et donc on va être sur la partie scolaire et hors Parcoursup pour la formation continue, qui est donc un appel d'offres et où les personnes vont venir d'elles-mêmes en formation continue faire des choix. Mais plus sur la partie qui nous occupe aujourd'hui, je suis en première, je dois faire des choix, je dois abandonner un enseignement si je suis en formation générale, ou je suis en seconde. Donc si j'ai bien compris, vous présentez aussi un bac STAV, vous avez dit, Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et du vivant. Vous avez donc des choix particuliers, ça peut être préférable de passer par ce type de parcours? Quels sont les types de filières, quels sont les bacs recommandés, adaptés? Alors, les bacs recommandés, on a à la fois des élèves qui viennent de bacs professionnels, qui viennent de bacs technologiques,
mais pas uniquement STAV, hein, sciences technologies de l'agronomie du vivant, de nos lycées. Mais on a également des élèves qui viennent de STMG, STL, tous les bacs technologiques en fait, qui ont quand même une dominante plutôt scientifique ou appliquée. Et puis bac général également, sont les bienvenus, hein, également, qui ont plutôt une dominante plutôt scientifique quand même dans nos formations. Alors pas pour tous nos BTS, hein, si je prends le BTS technico-commercial, hein, nous avons les BTS technico-commerciaux qui sont appliqués et qui ne sont pas généralistes, contrairement à l'éducation nationale. À Desclaudes, on a un BTS technico-commercial, univers, jardin et animaux de compagnie. Et donc là, les élèves qui ont un parcours bac STMG, bac pro, etc., sont les bienvenus, évidemment. Et puis les enseignements de spécialité de bac généraux très diversifiés sont également les bienvenus. Et donc, dans les conditions d'hébergement, est-ce qu'il faut chercher un logement? Est-ce qu'il y a des particularités? Alors à Saintes, sur Desclaudes, il y a une capacité d'accueil de campus étudiants assez important. On est à une soixantaine de places, hein, pour accueillir les étudiants qui sont là en résidence étudiante, hein, classique, hein, toute l'année. Et puisque vous évoquez la vie étudiante, il me semble que vous avez des labels, aussi des qualités de labels, des services de restauration. Oui, tout à fait. Donc le service restauration a obtenu un label, le label Bio Engagé, hein, qui est un label qui est décerné par le Conseil régional et qui est accompagné également par un organisme de certification, hein, au niveau régional. Et donc après le lycée donc, de Chadignac, qu'il a eu il y a quelques années, qui est très impliqué dans tout ce qui est produire, consommer local, et ils ont également une dimension sur l'exploitation de maraîchage qui est important. Donc ils s'approvisionnent eux-mêmes beaucoup en partie sur leur maraîchage. Et donc nous avons obtenu, là, c'était en novembre, cette distinction. Donc nous sommes très fiers. Et cette particularité de manger local, de manger bio, de manger de qualité, avec peut-être un prix d'assiette qui peut être légèrement plus élevé, mais qui est compensé par le bonheur de manger sain. Oui, tout à fait, c'est inestimable, je crois. Madame Dargeau, de votre côté, l'apprentissage, justement, les BTS, où sont les patrons? Comment ça se passe? Partout. En fait, en discutant beaucoup avec les professionnels, avec les réseaux de professionnels, on se rend compte qu'ils ont tous des problématiques de recrutement. Ça, c'est indéniable. Ce qui fait que maintenant, eh bien, ils proposent beaucoup plus volontiers l'apprentissage. Il faut dire aussi que la politique nationale par rapport à la formation professionnelle a beaucoup évolué et s'est accélérée bien évidemment avec la crise sanitaire que nous traversons. Donc nous n'avons aucun mal à trouver des lieux d'apprentissage, de stage également. Il faut juste faire correspondre ensuite les demandes de jeunes et travailler avec eux sur la mobilité, sur le logement, bien évidemment. Donc l'établissement maintenant, il y a eu un changement, on va dire, hein, d'accompagnement. Il y a quelques années, eh bien, les jeunes s'inscrivaient avec déjà leur contrat d'apprentissage signé. Maintenant, on a d'un côté des entreprises qui nous sollicitent en disant ben voilà, moi je recherche un apprenti, je ne trouve pas. Et puis nous avons des jeunes qui arrivent, qui souhaitent faire un apprentissage. Et donc on travaille avec eux sur ce projet d'apprentissage. Mais il n'y a aucun mal maintenant à trouver un apprentissage, quel que soit le secteur d'ailleurs. Et donc le rythme est une semaine, 2 semaines, est arrangé de façon à pouvoir justement se transporter d'un lieu à l'autre. Oui, tout à fait. Alors le rythme n'est pas forcément une semaine, hein, parce qu'on pense que c'est important que les jeunes puissent être un peu plus longtemps dans l'entreprise pour pouvoir suivre des projets sur du plus long terme. Donc c'est à peu près 3 semaines, 1 semaine sur le lieu de formation. Avez-vous des profils préférés, plus choisis, vous voyez, et avec des compétences particulièrement attendues? Non. En réalité, on se rend compte que maintenant, les jeunes arrivent de tous les horizons, que ce soit des bac général, bac technologique et bac professionnel. Je pense que la diversité est très importante aussi dans une classe. Donc non, il n'y a pas de profil préféré. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la motivation, c'est l'envie d'apprendre, c'est la curiosité, c'est tous ces savoir-être qui font la différence.
On s'attache effectivement à ces savoir-être pour pouvoir ensuite se vendre dans les entreprises, et les entreprises apprécient beaucoup. Si on doit utiliser le terme de se vendre, c'est surtout le terme d'être reconnu pour les compétences et des curiosités nouvelles, des compétences et des savoir-faire acquis, des découvertes de produits, des découvertes de savoir-faire. Où en est l'innovation? Comment ça se passe aussi? Vous êtes attaché à travailler avec les universités Alors, pas seulement, ou avec les écoles nationales d'agro? Oui, effectivement. On s'attache à travailler avec des écoles supérieures, mais l'innovation passe aussi avec les professionnels. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas tous les métiers qui vont se dégager dans quelques années. Maintenant, les jeunes vont participer à cette extension, à cette innovation. Moi, j'aime beaucoup ces parcours comme Barnabé qui viennent d'autres horizons, ne se sont pas arrêtés à un métier, mais ont envie de découvrir un panel de métiers. Donc, en fait, sont plutôt basés sur une filière. Ils ont envie de comprendre ce qui se passe en amont, ce qui se passe sur ces métiers un petit peu dans l'ombre. On connaît tous effectivement les métiers de boulanger, mais on ne sait pas ce qui se passe autour. Et c'est vraiment très, très diversifié. Et c'est valable dans tous les secteurs, que ce soit en cosmétique, que ce soit en chimie, que ce soit en pharmacie également. Ce sont des process identiques que l'on peut ensuite dupliquer sur d'autres secteurs. Vous avez évoqué un élément extrêmement important, c'est le fait d'avoir une compétence, une formation qui peut être appliquée autant à la pâte de ce que l'on va manger, mais aussi finalement ce produit phytosanitaire qu'on va utiliser, par exemple la pâte qu'on va se mettre sur la crème, on peut se retrouver à aller à Grasse, continuer sur le parfum. On a ces entrées sur les saveurs, sur les goûts. On l'a évoqué rapidement, il y a ces laboratoires. C'est vrai qu'il faut bien avoir en tête que finalement l'emploi de l'agroalimentaire, c'est 678 000 salariés. Salariés et professionnels, en fait je dirais de façon générale, et entrepreneurs. Donc c'est pas rien dans le paysage de l'emploi en France. Donc des débouchés, il y a de l'activité professionnelle, il y a le goût à la créativité, mais finalement nos jeunes, qu'ils soient des villes ou des champs, comment ils font pour mieux vous connaître? Qu'est-ce que vous prévoyez comme journée porte ouverte ou comme session de rencontre? Comment ça se prépare? On va donner la parole à M. Bizet sur Saintes pour ensuite aller sur les NIA. Alors, les journées portes ouvertes, bien évidemment, ça sera le samedi 29 janvier, le matin, etc. Puis après, il y a d'autres dates. Par contre, ce qui est très pertinent, je pense, pour les jeunes, c'est de venir dans l'établissement en immersion, en mini-stage. Je crois que c'est vraiment la formule la plus pertinente pour découvrir une journée. Alors, on choisit plutôt une journée où il y a plutôt de l'enseignement de spécialité, pour qu'ils aient une représentation de vraiment ce qu'on leur propose, de la formation. Et ça leur permet cette journée d'échanger, parce qu'ils déjeunent le midi avec les autres élèves, etc. Et donc de rencontrer, de poser leurs questions. Alors à la fois aux enseignants qu'ils rencontrent au cours de la journée, de mieux se rendre compte des installations, essayer de prendre des journées où il y a des choses un petit peu concrètes, pratiques, en termes d'ateliers par exemple, ou en TP. Et puis de discuter également avec les jeunes, et puis de se faire la meilleure idée possible. Et ça marche plutôt bien, parce qu'à la fin de la journée, ils sont au clair par rapport à leur projet. Ce qui est compliqué, parce qu'il n'y a pas de passion sans émotion. Et donc, se retrouver, ressentir des lieux, voir l'activité de la vie au sein de l'établissement, ça a dû participer, Barnabé, de votre intérêt, de votre goût pour cette activité? Complètement. Comme vous dites, il n'y a pas de passion sans émotion. Et je pense que quand on rentre dans un moulin et qu'on sent l'odeur de la farine qui vient d'être produite, la farine chaude, moi je sais que tous les jours quand je rentre dans le moulin, j'ai le sourire parce que je sens cette odeur. Et que c'était la même chose quand je travaillais en boulangerie. Quand je sors un pain du four, l'émotion est là. Et quand on la donne à quelqu'un et qu'on la retransmet et que le consommateur final comprend cette émotion et l'éprouve aussi, je pense que là, notre mission est remplie. Donc il y a du grain à moudre et vous en êtes témoin. C'est ça, tout à fait. Madame Dargeau, de votre côté? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, dans l'agriculture, moi j'aime bien l'aspect concret, j'aime bien aussi toutes ces sensations, le goût, l'odeur,
la vision de ces produits, transformés. Donc moi j'aime beaucoup que les jeunes viennent dans l'établissement pour toucher du doigt justement ce qui se fait dans les ateliers. Donc effectivement, il y a les salons, les forums, les journées techniques qui permettent cette rencontre avec les professionnels de l'enseignement, les professionnels des secteurs et puis nos ambassadeurs que sont nos élèves. Mais j'incite beaucoup les jeunes à venir nous voir. On a la possibilité de faire des journées d'immersion, comme le dit mon collègue. On propose 1 ou 2 journées sur nos ateliers pour sentir l'ambiance également, parce que c'est important aussi. C'est de se sentir et s'envisager au moins 1 année, 2 années, voire plus dans l'établissement, et ça c'est très important. Je pense qu'on a une particularité dans l'agriculture, dans l'enseignement agricole, c'est les petites classes, c'est le fait d'être très attentif et très proche de nos élèves. Moi, j'ai la chance de les connaître pratiquement tous, ces élèves, parce qu'on est aussi sur du projet, sur de la pédagogie de projet, et on les accompagne. Nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur et de les accompagner très volontiers. Donc voilà, ne pas oublier de prendre contact. Alors, pareil, même chose, le 29 janvier, eh bien, on a échangé nos journées portes ouvertes en rendez-vous individuels sur l'établissement. Et les familles qui le souhaitent seront prises en charge individuellement par nos enseignants, par l'équipe de direction, sous forme de rendez-vous pour éviter le brassage, bien évidemment. Mais je pense que ça va être un moment privilégié justement pour parler de l'orientation. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis tout le long de l'année, jusqu'à s'inscrire sur Parcoursup, jusqu'à s'inscrire sur AFELNET, eh bien, on proposera également des rendez-vous en soirée, soit en visio, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les recrutements sont de grande envergure sur le côté national et international. Donc ça permet aussi, sans se déplacer, d'avoir des rencontres privilégiées. Donc là, on est dans le rythme janvier, février, mars, avril, mais tout au long de l'année, est-ce qu'il y a des possibilités aussi de vous rencontrer en dehors de ces temps qui sont les temps institutionnels? Et est-ce qu'il y a la possibilité, avec CapSup, de pouvoir bénéficier, quand on est en Poitou-Charentes, quand on est lycéen à La Rochelle, d'avoir la possibilité de venir chez vous? Est-ce que vous offrez justement ces immersions individuelles? Elles sont faites avec toute la rigueur qui est vôtre, que vous nous déclinez depuis tout à l'heure en expliquant toute la rigueur qui est nécessaire pour la maîtrise du geste, le savoir-faire, offrir la meilleure qualité possible, la qualité d'exception à chaque produit, pour chaque personne, puisque c'est du vivant, il n'est pas question de rendre quiconque malade. Malade parce que j'aurais mal fait mon boulot, malade parce que j'aurais ingéré quelque chose qui est un produit qui aura vécu un drame sanitaire. Donc, de la même façon, vous prenez soin d'accueillir et de permettre aux lycéens ou aux familles de pouvoir vous rencontrer. Et donc, il y a cet outil qui est propre à notre académie, qui est proposé au sein des lycées, qui vous permet, vous, en tant que lycéen, vous, en tant que parent, si vous vous êtes amené à suivre cette vidéo, et c'est avec plaisir que nous acceptons et nous apprécions votre présence, n'hésitez pas à utiliser les mots-clés CapSup, recherchez dans votre moteur de recherche préféré, voir sur le site de l'établissement de votre enfant, ou vous-même en tant que jeune, pour voir l'offre de formation de ces établissements de l'enseignement agricole qui peuvent être proposés sur des temps d'immersion sur le temps scolaire. Et aussi, puisque ce sont des établissements de production, ils ont des ateliers, ils ont des possibilités de vente de produits. Guettez les moments où, à la façon des AMAP, il y a des paniers à aller découvrir, à acheter, ouvert le vœu. Il y a sur les marchés, à être ouvert aussi sur sites de production, que ce soit dans le sud du département, que ce soit autant à Jonzac, que ce soit sur Bourse-Franc, que ce soit à Sainte au Petit-Chadignac, comme à Sainte-des-Claudes, que ce soit sur Surgères. Aller découvrir ces produits, les rencontrer et se fabriquer des représentations, puisque l'orientation est une histoire de rencontre. Et ne pas hésiter à joindre Madame Dargeau, Monsieur Bizet, d'aller au plus proche de votre domicile dans le centre d'information et d'orientation pour pouvoir l'évoquer avec un psychologue de l'éducation nationale qui est spécialisé dans le conseil en orientation scolaire et professionnelle. Ce sont des professionnels qui sont là pour vous accompagner la construction du projet
et faire en sorte de tenir conseil et vous permettre d'avoir une orientation choisie. Voilà, je vous remercie chacun, chacune de votre présence et d'avoir accepté cette invitation à la participation de ce Passerelle 2022 exceptionnel. Comme le précédent, nous bénéficions de ces visios, mais les personnes en présence, ça s'avère bien compliqué. Merci Madame Dargeau, merci Monsieur Bizet, merci Monsieur Oblé, merci Monsieur Gelbert Orfa. Donc nous avons le bonheur de vous proposer ensuite d'autres tables rondes et une qui va être particulièrement importante, c'est celle sur Parcoursup qui aura lieu ce samedi. Merci à vous et bonne continuation, la santé surtout.